Fahimeh Robiol, vous nous avez rejoint, bonsoir. Vous êtes franco-iranienne, ancienne ingénieure en Iran et au CEA, écrivaine de l'ouvrage Femmes de vie, liberté, parlons-en. Est-ce que le régime des mollahs peut capituler, comme le demande Donald Trump ce soir, ou c'est un scénario qui n'arrivera jamais et ils iront jusqu'au bout? Depuis 3 jours, il y a des avions qui quittent l'Iran vers la mer Caspienne et ailleurs, et où ils éteignent également les radars. Et ça emmène un certain nombre de personnalités iraniennes pour les mettre à l'abri. Donc ça veut dire que dans la tête du régime, il y a une possibilité de capitulation. Deuxième chose, c'est que l'ensemble de ces personnalités envoient 2 ou 3 passeports des autres pays, dont les États-Unis, dont le Canada. Et ils se sont enrichis énormément. Donc je ne pense pas qu'une fois qu'on a mis en danger pour le monde et surtout pour la population iranienne Khamenei, les autres, sauf Kipo, parce qu'il n'y a pas la notion patriotisme qu'on le voit au niveau d'Israël. Israël est en train de jouer sa survie, qu'eux, ils sont en train de jouer le survie du régime. Ils n'ont rien à faire de 85 millions de population. Et ce qu'on a vraiment regretté depuis des années, on dit s'il vous plaît, regardez les Européens, les Américains, toutes les personnalités iraniennes qui ont 2 ou 3 passeports, c'est pas normal. On ne peut pas marcher sur le drapeau américain, sur le drapeau israélien en disant mort aux États-Unis, et puis que les enfants, tous ces gens-là, soient dans les meilleures universités américaines avec l'argent du peuple, et le Canada, etc. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Ils sont affaiblis. Pour moi, je peux espérer pour le peuple iranien et l'israélien, qui n'ont rien à voir dans ce conflit, et qu'on finit par couper encore quelques têtes, et il y a tellement d'Israéliens aujourd'hui au sol, et que, comme je vous entendais quand j'étais à l'extérieur, ils sont parfaitement capables d'aller ouvrir la porte au lieu d'utiliser tous ces engins-là qui vont coûter des milliards et que probablement, vous l'avez dit timidement, parce que vous ne voulez pas dire le mot qui tue, il va avoir une contamination radioactive, non seulement au niveau de la population, mais dans l'air, et que ça va contaminer tout le monde. Et ça, on n'en parle pas. Je vais expliquer pourquoi, parce que je suis ingénieure. Ouais. J'ai travaillé dans le nucléaire iranien au niveau de radioprotection. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, ma peur immense, c'est pas simplement on va faire un trou avec tel engin ou tel engin, mais le résultat sera là. Mais alors, expliquez-nous concrètement. Si demain, les Américains aident les Israéliens à percer les installations nucléaires souterraines, notamment, on parle beaucoup du site de Fordo, qui est, on le qualifie de montagne nucléaire, qui est enfouie en fait sous une montagne à 80 mètres de profondeur. Vous dites que si les bombes américaines arrivent à percer ces installations, il y aura des conséquences, des risques pour la population. Si ils ont encore regardé la matière fissile dans ces 2 endroits-là, ce que je suppose, oui. Quels seront les risques pour la population? Le risque, c'est la contamination radioactive, c'est-à-dire les cancers. Enfin, c'est une sorte de Tchernobyl, si vous voulez, mais dans un cadre beaucoup plus vaste, dans le cadre d'un pays. Et les effets pourraient s'étaler sur quelle superficie? Eh ben, vous voyez, il y a 400 kilogrammes d'uranium enrichi. Ouais. À 60%, oui, a priori. Enrichi à 60%. Il faut... Mais attendez, qu'on comprenne bien, ce fameux site de Fordo, parce que là, toute l'attention se concentre sur ce site. C'est Natanz. Alors, on va revenir sur le site de Natanz, qui a été... Benjamin Netanyahou disait qu'il avait été détruit. En réalité, il a été détruit en super... En totalité. Pas en totalité. Il y a une partie des centrifugeuses qui ont été détruites. Voilà, ça, c'est les déclarations de Benjamin Netanyahou, qui dit on a détruit le site nucléaire de Natanz. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a apporté des précisions cet après-midi et a dit qu'il y avait de nouveaux éléments qui montraient qu'il y avait eu des impacts directs dans les salles souterraines. Donc ça veut dire quand même que l'armée israélienne, sans l'aide américaine, a réussi à toucher ces installations sur ce site-là de Natanz. Est-ce qu'il y a des risques pour la population autour à partir du moment où il y a eu des impacts? Si ils ont gardé la matière fissile à ces 2 endroits-là, il y a un risque certain.
Mais on a, vous permettez, merci. Mais il y a des villageois qui ont vu ces transports bizarres de l'emmener vers le désert iranien qui est plus loin de ces deux sites-là. Parce qu'on voit dans les images, il y a au moins 3 sites de fabrication de drones qui ont été détruits complètement. Donc c'est vraiment, on ne peut pas dire qu'ils peuvent continuer à le faire sans fin. Et ça a été un impact important. Avec d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien, Isréar, qui dit « La bataille commence », alors que l'on se pose la question est-ce que les États-Unis sont prêts à entrer en guerre, alors que le site américain Axios affirme que Donald Trump est prêt effectivement à soutenir militairement les Israéliens pour leur permettre de frapper les installations nucléaires américaines. Ce soir, le guide suprême Khamenei, qui est menacé de mort indirectement par Benyamin Netanyahou, répond avec cette phrase « Il ne désarme pas, la bataille commence ». Oui, mais ça, il le dit depuis plusieurs jours. Depuis 45 ans, effectivement. 45 ans. Avant lui, c'était l'ayatollah Khomeini. Mais tous les soirs, il dit que une pluie de fer va s'abattre sur Israël. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Simplement, c'est sûr que ils sont très forts dans le verbe, si vous voulez, les Iraniens. Ils promettent le pire, ils promettent l'enfer à Israël. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Israël, aujourd'hui, joue sa survie, son existence. L'Iran veut la mort et rayer de la carte Israël. Donc les mots ne seront jamais assez durs. Sauf qu'ils n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Ils les ont certainement pas. Ils ont moins les moyens de leurs ambitions que Israël pour se défendre, justement. Et alors le fait que les États-Unis, qui sont le grand Satan, pourraient rentrer en guerre, encore une fois en guerre sous une certaine forme. Ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan, rien à voir avec l'Irak, rien à voir avec ce qu'on a connu ces 20 ou 30 dernières années. Eh bien, ça ne peut que amplifier, je dirais, la fierté du régime. C'est-à-dire que le régime, en plus... Ça va galvaniser encore davantage le régime. Sauf que, justement, on sait très bien qu'il y a une grande partie, une majorité de la population, chère madame, vous pouvez que le confirmer, je pense, qui, s'ils désapprouvent d'une certaine façon la façon dont Israël attaque leur pays, ne suivent pas le régime et demandent justement et luttent pour que ce régime soit abattu, pour que ce régime tombe. Et c'est ce qu'ils s'emploient à faire depuis des années et des années, encore plus ces 2 dernières années, avec le mouvement qui a été lancé et initié par ce mouvement, notamment par les femmes. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas, si vous voulez, un soutien populaire. Ils ne peuvent pas compter sur un grand soutien populaire. Le réflexe des régimes dictatoriaux comme celui des mollahs, c'est que quand ils sont agressés de l'extérieur, c'est justement d'essayer de jouer la fibre nationaliste pour essayer de souder la population derrière eux. Mais là, en l'occurrence, en Iran, je pense que cette fibre, elle est largement entamée, elle est assez fatiguée, que le fil est usé et que eh bien, c'est ce que veulent faire aussi les États-Unis, ce que je pense aussi les Israéliens escomptent beaucoup, c'est que justement ça facilite eh bien, une réaction populaire qui amène à la chute du régime. Et comme vous le disiez, madame, il y a probablement des mouvements aujourd'hui de dignitaires qui s'enfuient, c'est un pari aussi. Est-ce que ces actions-là vont renforcer l'opposition en Iran ou est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un effet drapeau ? Le souci n'est pas du tout comparable avec la guerre Irano-Irak. À la guerre Irano-Irak, les gens sont allés derrière le drapeau et le patriotisme a fonctionné. Là, depuis 45 ans, les gens souffrent. Il y a des problèmes graves économiques, indépendamment de problèmes d'opposition à un régime criminel, j'emploie le mot qui convient, et qui n'a fait que la répression. Au mois de mai, il y a eu 156 personnes qui ont été exécutées. Au mois de mai. Fin 2024, il y a 856 personnes qui ont été exécutées. Plus que 2 par jour. Ces personnes-là ont des familles. Ces personnes-là, c'était des jeunes, c'était des gens qui voulaient vivre normalement comme vous et moi. Donc, le régime, c'est à bout de souffle. Et c'est pour ça qu'il ajoute dans sa répression.
Donc, rien pour présager que dans ce cadre-là, la population qui a escandé Netanyahou et ce qu'on a peu entendu parler revient pour dire pourquoi Israël nous bombarde. Ça, c'est pas du tout de l'ordre du jour. Non, je crois qu'on est tous d'accord sur le diagnostic. La question qui se pose simplement, c'est de savoir dans quelle mesure les gardiens de la Révolution, qu'on le veuille ou non, sont quand même la véritable puissance dans le pays, y compris sur le plan économique. Et ces gens-là qui, au point de départ, étaient un peu la lie de la population, mais qui, du fait du régime de la République islamique, aujourd'hui tiennent non seulement le pouvoir, l'argent qui va avec, les affaires, etc. Ceux-là savent qu'ils ont tout à perdre à la chute du régime. Évidemment. Et ils ont montré, effectivement, dans d'autres occasions, qu'ils étaient capables de mener des opérations terroristes, de répression extrêmement fortes. Donc la question, personne ne doute sur le fait que sans doute une très grande majorité de la population, et notamment les jeunes, en ont marre d'un régime oppressiste et qui a été incapable de développer le pays. Mais en revanche, les gardiens de la Révolution savent ce qu'ils ont à perdre si le régime tombe, et on peut s'attendre à ce qu'ils aient quand même une réaction assez forte pour essayer de rester en place, tout simplement. Comment est-ce que vous analysez la capacité des gardiens de la Révolution de maintenir malgré tout le système tel qu'il est ? Alors, depuis justement la Révolution Femmes, Vie, Liberté, on avait dressé un certain nombre de propositions au niveau européen, américain et canadien de ce qu'il peut faire pour justement, de façon pacifique et non pas tout ce que je vois autour de cette salle, faire un renversement du régime que personne n'en veut en Iran, à part une toute petite couche de la société qui est attachée et bénéficie de leur existence. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, s'il vous plaît, mettre le corps de gardiens de la Révolution dans la liste des terroristes. Parce que comme ça, un certain nombre de pays, y compris la France, vont arrêter de détourner l'embargo pour en bénéficier. Ça a été accepté par plusieurs parlements, mais jamais au niveau d'un État. Autre chose qu'on avait demandé, je serai très court, madame. Autre chose qu'on avait demandé, c'est que pour que ça tombe, il faut qu'il y ait des grèves généralisées. Des grèves généralisées, les gens en ont marre d'aller dans la rue et de se faire tuer parce qu'ils sont les mains vides et puis qu'il n'y a pas l'Occident qui les soutient. Simplement de rester chez eux. Mais pour rester chez eux, il faut qu'ils donnent à manger à la famille. Parce que la situation économique ne laisse pas, même une semaine, un ouvrier de ne pas travailler. Donc il y a tellement à voir iranien qui est un peu partout et qu'on n'a pas besoin, les Iraniens n'ont pas besoin de mendier auprès des Occidentaux pour payer ça. Simplement, il faut 2 mois que tout le monde reste chez eux. Et ben, fonctionnellement, le système va tomber. Il n'y aurait plus d'exportation de pétrole, il n'y aurait pas des usines qui vont fonctionner, etc. Ça ressemble à un rêve, mais ça fait 2 ans et demi qu'on en parle. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, explique que pour y accéder, il faut emprunter un tunnel en spirale, qu'il faut descendre, qu'il faut encore descendre. Ça ressemble à quoi, cette salle souterraine? L'escargot. Pour camoufler plus en plus, je pense, et de pouvoir avoir plus d'espace. En faisant comme ça, il y a moins d'encombrement en ce qui concerne l'espace. Mais je pense que quand même, on a beaucoup parlé des aspects militaires, des aspects, les probabilités d'attaque. Mais aujourd'hui, il y a des déclarations qui sont en train de se faire. On voit dans les images, il y a au moins 3 sites de fabrication de drones qui ont été détruites complètement. Donc c'est vraiment, on ne peut pas dire qu'ils peuvent continuer à le faire sans fin. Ça a été un impact important. Avec une déclaration d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien, Israël, qui dit « La bataille commence », alors que l'on se pose la question, est-ce que les États-Unis sont prêts à entrer en guerre, alors que le site américain Axios affirme que Donald Trump est prêt effectivement à soutenir militairement les Israéliens pour leur permettre de frapper les installations nucléaires américaines. Ce soir, le guide suprême Khamenei, qui est menacé de mort indirectement par Benyamin Netanyahou, répond avec cette phrase « Il ne désarme pas, la bataille commence ». Oui, mais ça, il le dit depuis plusieurs jours. Depuis 45 ans, effectivement.
avant lui, c'était l'ayatollah Khomeini. Mais tous les soirs, il dit que une pluie de fer va s'abattre sur Israël. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Simplement, c'est sûr que ils sont très forts dans le verbe, si vous voulez, les Iraniens. Ils promettent le pire, ils promettent l'enfer à Israël. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Israël, aujourd'hui, joue sa survie, son existence. L'Iran veut la mort et rayer de la carte Israël. Donc les mots ne seront jamais assez durs. Sauf qu'ils n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Ils les ont certainement pas. Ils ont moins les moyens de leurs ambitions que Israël pour se défendre, justement. Et alors le fait que les États-Unis, qui sont le grand Satan, pourraient rentrer en guerre, encore une fois en guerre sous une certaine forme. Ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan, rien à voir avec l'Irak, rien à voir avec ce qu'on a connu ces 20 ou 30 dernières années. Eh bien, ça ne peut que amplifier, je dirais, la fierté du régime. C'est-à-dire que le régime, en plus... Ça va galvaniser encore davantage le régime. Sauf que, justement, on sait très bien qu'il y a une grande partie, une majorité de la population, chère madame, vous pouvez que le confirmer, je pense, qui, s'ils désapprouvent d'une certaine façon la façon dont Israël attaque leur pays, ne suivent pas le régime et demandent justement et luttent pour que ce régime soit abattu, pour que ce régime tombe. Et c'est ce qu'ils s'emploient à faire depuis des années et des années, encore plus ces 2 dernières années, avec le mouvement qui a été lancé et initié par ce mouvement, notamment par les femmes. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas, si vous voulez, un soutien populaire. Ils ne peuvent pas compter sur un grand soutien populaire. Le réflexe des régimes dictatoriaux comme celui des mollahs, c'est que quand ils sont agressés de l'extérieur, c'est justement d'essayer de jouer la fibre nationaliste pour essayer de souder la population derrière eux. Mais là, en l'occurrence, en Iran, je pense que cette fibre, elle est largement entamée, elle est assez fatiguée, que le fil est usé et que... eh bien, c'est ce que veulent faire aussi les États-Unis, ce que je pense aussi les Israéliens escomptent beaucoup, c'est que justement ça facilite une réaction populaire qui amène à la chute du régime. Et comme vous le disiez, madame, il y a probablement des mouvements aujourd'hui de dignitaires qui s'enfuient, c'est un pari aussi. Est-ce que ces actions-là vont renforcer l'opposition en Iran ou est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un effet drapeau ? Le souci n'est pas du tout comparable avec la guerre irano-Irak. À la guerre irano-Irak, les gens sont allés derrière le drapeau et le patriotisme a fonctionné. Là, depuis 45 ans, les gens souffrent. Il y a des problèmes graves économiques, indépendamment de problèmes d'opposition à un régime criminel, j'emploie le mot qui convient, et qui n'a fait que la répression. Au mois de mai, il y a eu 156 personnes qui ont été exécutées. Au mois de mai. Fin 2024, il y a 856 personnes qui ont été exécutées. Plus que 2 par jour. Ces personnes-là ont des familles. Ces personnes-là, c'était des jeunes, c'était des gens qui voulaient vivre normalement comme vous et moi. Donc, le régime, c'est à bout de souffle. Et c'est pour ça qu'il ajoute et il ajoute dans sa répression. Donc, rien pour présager que dans ce cadre-là, la population qui a escandé Netanyahou et ce qu'on a peu entendu parler revient pour dire pourquoi Israël nous bombarde. Ça, c'est pas du tout de l'ordre de jour. Non, je crois qu'on est tous d'accord sur le diagnostic. La question qui se pose simplement, c'est de savoir dans quelle mesure les gardiens de la révolution, qu'on le veuille ou non, sont quand même la véritable puissance dans le pays, y compris sur le plan économique. Et ces gens-là qui, au point de départ, étaient un peu la lie de la population, mais qui, du fait du régime de la République islamique, aujourd'hui tiennent non seulement le pouvoir, l'argent qui va avec, les affaires, etc. Ceux-là savent qu'ils ont tout à perdre à la chute du régime. Et ils ont montré, effectivement, dans d'autres occasions, qu'ils étaient capables de mener des opérations terroristes, de répression extrêmement fortes. Donc la question, personne ne doute sur le fait que sans doute une très grande majorité de la population
et notamment les jeunes, en ont marre d'un régime oppressiste et qui a été incapable de développer le pays. Mais en revanche, les gardiens de la Révolution savent ce qu'ils ont à perdre si le régime tombe, et on peut s'attendre à ce qu'ils aient quand même une réaction assez forte pour essayer de rester en place, tout simplement. Comment est-ce que vous analysez la capacité des gardiens de la Révolution de maintenir malgré tout le système tel qu'il est? Alors, depuis justement la Révolution Femmes, Vie, Liberté, on avait dressé un certain nombre de propositions au niveau européen, américain et canadien de ce qu'ils peuvent faire pour justement, de façon pacifique et non pas tout ce que je vois autour de cette salle, faire un renversement du régime que personne n'en veut en Iran, à part une toute petite couche de la société qui est attachée et bénéficie de leur existence. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, s'il vous plaît, mettre le corps de gardiens de la Révolution dans la liste des terroristes. Parce que comme ça, un certain nombre de pays, y compris la France, vont arrêter de détourner l'embargo pour en bénéficier. Ça a été accepté par plusieurs parlements, mais jamais au niveau d'un État. Autre chose qu'on avait demandé, je serai très court, madame. Autre chose qu'on avait demandé, c'est que pour que ça tombe, il faut qu'il y ait des grèves généralisées. Des grèves généralisées, les gens en ont marre d'aller dans la rue et de se faire tuer parce qu'ils sont les mains vides et puis qu'il n'y a pas l'Occident qui les soutient. Simplement de rester chez eux. Mais pour rester chez eux, il faut qu'ils donnent à manger à la famille. Parce que la situation économique ne laisse pas, même une semaine, un ouvrier de ne pas travailler. Donc il y a tellement à voir iranien qui est un peu partout et qu'on n'a pas besoin, les Iraniens n'ont pas besoin de mendier auprès des Occidentaux pour payer ça. Simplement, il faut 2 mois que tout le monde reste chez eux. Et ben, fonctionnellement, le système va tomber. Il n'y aurait plus d'exportation de pétrole, il n'y aurait pas des usines qui vont fonctionner, etc. Ça ressemble à un rêve, mais ça fait 2 ans et demi qu'on en parle.